J'ai fait quelques expérimentations sur Phoenix 1.2, dont la grosse nouvelle fonctionnalité est le module de présence. Donc, le module de présence, c'est le service temps réel de Phoenix, et je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie. Donc, je fais quelques petites références à ma ancienne présentation que j'avais fait il y a un peu plus de 6 mois maintenant, presque 9 mois. Donc Phoenix, à l'époque, on était en version 1.0. C'était vraiment ce qui avait aidé à booster l'intérêt autour d'Elixir et autour de la communauté et du langage. Ça a itéré très vite. En décembre, on a eu une version 1.1 qui a amélioré pas mal de choses, et puis une version là 1.2 qui est majeure et qui vient de sortir. Donc, les points forts, ça reste l'élégance, syntaxe Elixir avec le système de macro DSL qui permet vraiment de faire un code très compact. On va pouvoir s'appuyer sur la performance, le clustering grâce à la VM Erlang. Alors, voilà une petite note par rapport à tout à l'heure. C'est vrai qu'on utilise souvent la base, mais il est possible de faire une application Phoenix en générant l'application Phoenix. On met NoHecto, et on peut faire une application Phoenix qui n'a pas de base. Donc ça, c'est aussi quand même à signaler et à mentionner, parce qu'on peut s'appuyer sur d'autres mécanismes. Et puis la productivité, donc avec des outils comme Hecto, même si c'est vrai que Hecto reste encore jeune et on aimerait avoir un peu plus de fonctionnalités dedans, ça reste quand même productif par rapport à ce qui se faisait auparavant, en tout cas en Erlang, ce que je connaissais. Voilà, donc les fonctionnalités, c'est le web dynamique et les interactions temps réel. Et vraiment, on sent que maintenant, ils ont envie de mettre l'accélérateur sur les fonctionnalités temps réel. Et ce qu'on voit effectivement quand on voit RHEL 5 et les fonctionnalités qui sont ajoutées, on a un peu l'impression que ils se disent, oula, on va peut-être se faire déborder un peu par le temps réel, et c'est peut-être ce qui va pêcher dans notre framework. Donc on sent que c'est vraiment le point fort que veut mettre en avant Phoenix. Donc, dans l'histoire, les améliorations de Phoenix 1.1, c'était vraiment la performance des channels. Donc à cette époque-là, ils faisaient des benches pour essayer de faire un énorme groupe chat avec 2 millions d'utilisateurs concurrents sur un seul nœud. Donc c'est ce qui a amené Phoenix 1.1 et qui a permis de faire des très gros gains de performance. Et puis l'autre deuxième point, c'était la localisation avec les points PO, getText, etc., qui a permis de rationaliser un peu tout ça. Et puis Phoenix 1.2, donc on intègre Hecto 2.0, qui est devenu son propre projet à part entière. Donc on peut supposer que le développement va accélérer également. Et puis ce qu'ils mettent en avant, c'est Phoenix Présence, donc, qui est la fonctionnalité qui est très en avant, mis en avant par Chris McCord dans tous les talks là récemment. Donc voilà, c'est le sujet du moment. Donc, si vous voulez rattraper un peu sur Phoenix, vous pouvez voir le talk précédent du Meetup qui est en vidéo. Et on va attaquer directement dans WebSocket, Channel et Présence. Donc les concepts, en fait tout ça, ça n'est pas du tout redondant. Les présences, ça ne vient pas remplacer les channels, ça vient compléter les channels. Donc les WebSockets, c'est le protocole de communication entre le navigateur et le serveur. Ça maintient la connexion pendant toute la durée de la session, etc. Les channels restent là, donc les channels sont là, c'est en mémoire, et c'est là pour juste faire du broadcast de messages, passer des messages. On prend des messages dans des topics et on le broadcast à tous les abonnés à ce topic. Voilà, c'est l'idée, une seule fonction. Et il y a une autre fonction qui s'ajoute avec les présences, c'est de garder un état d'un type de message particulier qui sont broadcastés aussi par les channels, qui sont les join et les leave. Donc voilà le but des présences, c'est garder cet état et savoir, à un moment donné, en prenant en compte tous les messages join et leave qui ont eu lieu, qui est présent sur ce topic. Donc le but, alors oui, d'abord je viens un petit peu sur l'architecture, donc voilà, c'est des couches, on va dire que c'est des couches, alors c'est né un peu dans le sens inverse, mais on a le serveur Phoenix, on a les channel modules, on peut en avoir plusieurs modules channel qui vont avoir des comportements différents, et on a des topics sur lesquels les utilisateurs vont s'abonner. Et au-dessus de ça, enfin là en dessous sur mon schéma, mais en s'appuyant sur cette infrastructure, on a
les channels, les présences, le module de présence, qui en fait, dont l'objectif est simplement de créer une structure de données distribuée qui va être disponible sur tous les nœuds du cluster, qui va être répliquée et qui va être, on va dire, qui va être maintenue en permanence dans un état cohérent par le système. Donc avec tous les théories du moment, CRDT, etc. Voilà. C'est ce qu'ils mettent en avant, state of the art, comme manière de synchroniser les données dans le cluster. Donc, la présence, c'est juste un présence tracker qui maintient une structure de données en mémoire, qui va être capable de s'appuyer sur les channels et de aussi également de broadcaster l'état à un nouvel arrivant. Donc un nouvel abonné va pouvoir récupérer l'état complet de la présence de tous les abonnés, mais il va aussi pouvoir récupérer les diffs au fur et à mesure, donc les diffs par petits bouts, et c'est le même mécanisme qui sert aussi pour resynchroniser les nœuds. Donc les diffs sont envoyés aux clients, qui vont être intéressés par pouvoir mettre à jour leur propre structure de données de présence, leur copie de la structure de données, mais ça va être aussi envoyé entre les nœuds pour resynchroniser l'ensemble des nœuds. Alors les deux cas d'usage qui sont mis en avant, donc ils parlent de type de découverte. Alors on peut découvrir des services, des composants avec ça, donc c'est un des cas d'usage. Maintenant, je pense que clairement le cas pour lequel ils l'ont implémenté, c'est de faire un chat voilà, simplement orienté web et qui monte massivement en charge. Donc voilà l'objectif principal, je pense, à mon sens. Donc les points forts, c'est la robustesse. On va avoir une réplication en temps réel sur tous les nœuds du cluster. Il n'y a pas de point de failure unique, puisque tous les nœuds du cluster vont avoir une copie de cette table de présence. Le fait que tous les nœuds du cluster aient une copie, ça fait que ça peut fonctionner lorsqu'on a un netsplit. Donc voilà, on a deux moitiés du cluster qui sont séparées, qui ont plus de connexion réseau entre elles. Elles vont être toujours capables de fonctionner en continuant à afficher la présence de tous les participants qui sont gérés par cette moitié du cluster. Donc ça peut continuer, et ça peut aussi se réparer de manière automatique, puisque lorsque le cluster va être établi, le lien va être établi entre les deux parties du cluster, tout ça, ça va être mergé, et on va avoir un état unique, ça va converger vers un état unique. Et le but, c'est que ça supporte de fortes charges. Voilà, un des éléments importants, c'est la simplicité de déploiement. Donc il n'y a pas de dépendance. On a Elixir, on a Phoenix, on n'a rien besoin d'autre et on a ces fonctionnalités en place. Et dans la simplicité de déploiement, ça inclut aussi la simplicité de déploiement sur le client, puisqu'ils fournissent également les modules JavaScript qui vont permettre de se connecter au cluster en WebSocket, etc., mais qui vont aussi permettre de mirrorer cette structure de données de présence qui est gérée par le serveur. Donc tout est fourni clé en main par le framework. Donc les limitations, alors moi c'est mon background, voilà, je fais du chat, je fais du Jabber-D, donc quand je regarde ça, bon, on a un chat à monter soi-même, donc il faut quand même voilà, constituer toutes les briques. C'est très orienté groupe chat, donc c'est pas fait pour faire du chat one-to-one. Et puis la présence, ben voilà, on n'a pas de liste de contacts, on n'a pas de présence privée, ça va vraiment être orienté groupe chat, chatroom, communauté. Donc c'est bien pour faire un site web communautaire, c'est bien pour faire une appli mobile communautaire, un jeu vidéo, ça c'est parfait. Et voilà vraiment le cas d'usage sur lequel, à mon avis, il se positionne. Donc je vais vous parler un peu de mise en œuvre. Donc j'ai repris l'application que j'avais déjà développée dans la précédente vidéo. Je me suis dit, je vais repartir de là, je vais la modifier, et puis je vais faire le b.a.-ba pour arriver à insérer un système de channel dans cette application. Sachant qu'on avait déjà un chat basé sur les channels dans cette application que j'avais démontré dans la précédente version. Donc, pour en arriver là, j'avais fait cette application il y a un peu plus de 6 mois. Donc déjà, il faut mettre à jour le framework Phoenix. Donc là, bon,
il n'y a pas beaucoup de code, donc ça va, mais c'est comme tout framework, il y a des conventions qui vont changer. On passe de Ecto à Ecto 2, de modèle au schéma. Donc il y a plein de petites choses à faire un petit peu partout, et c'est pas forcément très très balisé, on va dire. Donc là, on y va, on tâtonne un peu, et puis on met à jour, et puis on voit ce que ça casse. Donc voilà, en résumé, les changements que j'ai faits. Alors en bas, je pointe vers le commit qui m'a permis qui est globalement, regroupe toute la migration. Donc vous pouvez y aller pour référence si vous avez vous aussi des migrations à faire. Mais globalement, dans l'application d'exemple, j'utilisais SQLite. SQLite Ecto ne supporte pas encore Ecto 2, donc j'ai dû passer directement sur PostgreSQL. Ce qui n'est pas un mal, puisque c'est ce que je devais faire de toute façon, mais voilà, ça a précipité les choses. J'ai mis à jour toutes les dépendances Elixir et JavaScript. Il ne faut pas oublier qu'il y a un package.json qui est généré. Donc tout le code généré, c'est là où je rejoins aussi ce que disait Thibaut tout à l'heure. Tout le code généré, on a tendance à devoir repasser dessus parce que voilà, il y a des choses nouvelles qu'il va falloir differ et insérer à partir d'un projet régénéré from scratch. J'ai fait un peu le diff et puis essayer de voir qu'est-ce qui était un peu différent. J'ai dû ajouter toutes les petites références à getText et aux nouveaux éléments de localisation. Et puis, à différents endroits, il y a un changement de la manière dont on gère les erreurs dans les formulaires, etc. Donc, bon, globalement, c'est pas non plus catastrophique. Il y a pas, ça m'a pris 2 heures pour faire toutes les modifs. Donc, c'est pas trop terrible. Ensuite, on va attaquer le cœur du sujet. Donc, j'ai généré le module présence. Donc, ça génère juste un seul module. On fait mix phoenixgen présence. Ça génère un module de présence. Et globalement, c'est presque une coquille vide. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de maintenance parce qu'il y a un use, on utilise quelque chose. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans ce module. Ils ne modifient pas notre code, donc ils nous disent d'aller insérer le système de présence dans le superviseur pour qu'il soit lancé. Tout ce qui maintient l'état de la structure de données fait la synchronisation. Donc il y a des process actifs qui s'occupent de ça. Il faut insérer ça, un superviseur, dans notre arbre de supervision OTP Erlang. Et voilà. Donc là, dans le module présence, après, il n'y a rien à changer, on est prêt. Ensuite, la configuration. Ah oui, non, là voilà, je reprenais, il nous dit ça, donc en fait, voilà, c'est la ligne présence tracker, on va insérer dans libgastronokid.x, qui est le point d'entrée principal pour lancer l'application, on ajoute notre module présence, voilà, et c'est fait. Ensuite, il ne faut pas oublier, il y a eu un changement du packaging du module pubsub qui sert pour les channels, donc il ne faut pas oublier d'aller rajouter dans sa config, dans la phase de migration, de déclarer son module pubsub. Donc là, en fait, on a un nom gastronokid pubsub, notre app.pubsub, qui est en fait qui est juste lié à un adapteur, où là, par défaut, c'est PG2, donc une structure répliquée en Erlang, donc qui est dans la base standard de Erlang. Voilà pour ce qui est de la configuration. Alors, après, j'avais déjà un room channel qui permet de faire le chat et d'avoir une chatroom de type lobby. Donc voilà, le point d'accueil principal. Donc pour ajouter les présences, on va simplement mettre un alias vers présence qu'on va utiliser dans notre module pour pouvoir lier nos channels à notre service de présence. Ensuite, dans le join, qui existait déjà, j'ai juste ajouté la ligne send self after join. Donc en gros, ça veut dire je m'envoie un message à moi-même pour pouvoir traiter de manière asynchrone. Donc en fait, le join, là, ça veut dire qu'on va répondre à l'utilisateur qui fait le join, OK, c'est bon, ça s'est bien passé, tu as fait le join, donc on peut répondre OK, socket, etc. Et on s'envoie un message à nous-mêmes qui va pouvoir être traité dans le même process, mais là, l'utilisateur est content, il a déjà reçu sa réponse. Ensuite, le after join, il va être traité, c'est un message Erlang, donc avec tous les principes OTP, GenServer, GenFSM, etc. Et donc là, on va recevoir ce message dans le callback handle info. Donc on reçoit le message after join, très, très simple,
Et là, ce qu'on va dire, il y a une fonction qui est fournie par Phoenix Présence qui va dire je traque mes présences associées à ma socket. Ma socket, en gros, ça va être l'utilisateur et la chatroom. En gros, ça mixe un peu les deux. On va récupérer le user ID qui vient de la socket, donc un peu cet élément de session, on va dire session WebSocket. Donc je vous montrerai après comment on a mis le user ID dans cette socket. Et puis ensuite, on passe une map qui va contenir des métadatas. Donc on peut passer le navigateur, dire qu'on est un type de client navigateur par exemple, et qu'on ait été en ligne depuis, et voilà, mettre un timestamp dedans. Et ensuite, on va faire un push, on va renvoyer à l'utilisateur qui vient de se connecter, donc qui vient de rejoindre la channel, donc on lui push vers sa socket, donc voilà, son contexte de session. On va lui pousser un message de type present state et qui va contenir presence list de la socket. Alors là, la socket, elle va être interprétée, c'est la session d'utilisateur, elle va être interprétée en extrayant la chatroom qui a rejoint l'utilisateur. Donc en gros, on renvoie à l'utilisateur un message present state qui va contenir la liste de tous les utilisateurs qui sont déjà à ce moment dans la chatroom. Alors je note que là, on gère le cas du join, mais le fait d'appeler presence track fait qu'après, tout est géré automatiquement pour le live. Donc quand l'utilisateur, je ferme ma connexion WebSocket, je ferme mon onglet, la présence du live est broadcastée automatiquement à tous ceux qui sont abonnés. Donc ouais, jusqu'ici, ça reste quand même assez simple de faire un système de présence. Après, j'avais toujours, ça c'est du code qui existait déjà, donc je l'ai un petit peu enrichi pour passer le user ID dans les messages, ce qui n'était pas le cas dans l'application précédente. Donc j'extrais le user ID et je l'insère dans le payload du message quand je reçois un nouveau message que je vais broadcaster à l'ensemble des utilisateurs de la room. Et le handle-out n'est pas nécessaire parce qu'on fait juste les traitements par défaut pour renvoyer les messages. Donc il n'y a rien de spécial à faire, on peut utiliser l'implémentation qui est fournie en standard. User socket, j'ai juste fait une petite modification pour pouvoir dire lorsqu'une socket se connecte, je prends le paramètre user ID et je l'assigne à la socket, à la session en fait, à la session WebSocket. Donc j'extrais ça des paramètres et je l'insère dans la session WebSocket histoire de la mémoriser et qu'elle soit disponible après dans les traitements que je vais faire. Voilà, donc là on a l'infrastructure qui est en place. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Voilà, c'est vraiment un jeu de construction. Donc voilà, on a quelques pièces à emboîter entre elles et après ça fonctionne. Et après il y a la partie JavaScript, donc le client. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va changer? Avant on avait import socket de Phoenix. Maintenant on va aussi importer la partie, les composants de présence JavaScript. On continue à créer une nouvelle socket. Et là, c'est là où je rajoute le user ID dans les paramètres de création de la socket qui vont être passés, etc., plus bas dans la chaîne. Ensuite, on lance la connexion. Donc, socket connect. On initialise le channel, c'est-à-dire à quel channel on veut se connecter pour cette session. J'ai une structure vide qui est ma présence, qui va me servir à synchroniser la liste de présence par rapport à ce qui est aux utilisateurs qui sont présents dans la chatroom sur le serveur. Donc je vais maintenir ma propre session ici. Ensuite, je gère les présences. Donc, pour gérer les présences, sur la channel, je mets deux handlers d'événements. Sur le present state, donc le present state, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, after join, on va broadcaster le present state qui contient toute la liste des présences. Donc là, je récupère ça. Et Phoenix, dans son module JavaScript, fournit déjà le module qui va synchroniser les états. Donc j'appelle juste une fonction avec l'état que j'avais, le state qui est disponible sur le serveur que je reçois,
et il va faire les merges et les opérations pour moi si nécessaire. Et j'appelle render, présence, bon, on verra après ce que ça fait, et je vais recevoir, donc ça c'est à la connexion initiale, et après je reçois les diffs, des leaves, des joins, etc. Et pareil, je n'ai même pas à traiter les leaves qui est parti, qui est join et faire une synthèse. Je fais 5 diffs, et ça va synchroniser avec mon état, et je vais avoir une liste à jour de mes présences dans cette chatroom. Et j'appelle render également pour mettre à jour ma liste de contacts de la chatroom. Ensuite, bon, voilà, j'ai une fonction listBy qui est un petit helper qui permet de trier mes utilisateurs et puis de savoir comment je vais afficher, par quels critères je vais afficher l'utilisateur. Et surtout, ce qui est important, c'est render. Donc render, on récupère la liste de toutes mes présences, donc ma structure. Et ensuite, on va mapper, extraire le nom de l'utilisateur, mettre ça dans une liste et insérer ça dans le HTML dans la page. Donc là encore, on extrait la présence liste, qui va le module, c'est le pendant de ce qu'on a de l'autre côté, côté serveur. Il va extraire juste l'information de la structure interne de données et il va appeler la fonction pour pouvoir extraire juste parmi les métadatas, etc., juste les données qui nous intéressent en termes d'affichage. Voilà. Il y a toujours la gestion des messages. Donc sur les new messages, qui est un autre type d'événement envoyé sur la WebSocket, je vais juste ajouter ça dans mon container HTML, dans mon div. Voilà, et puis voilà, j'ai un champ, un text field, et quand je tape dedans et que je fais entrer, ça envoie les données ça poste un message, ça fait un channel push, là encore fourni par Phoenix pour envoyer sur la WebSocket. Voilà, c'est à peu près tout. Après, l'interface utilisateur, c'est du HTML avec des ID, des divs, enfin voilà, c'est du classique que vous manipulez avec jQuery. Et puis là, j'utilisais la petite ruse de Chris McCord. Je n'ai pas encore plugué de gestion d'utilisateur, de système d'authentification. Donc, je prends comme nom d'utilisateur un paramètre de la requête que j'utilise comme nom d'utilisateur. Donc, c'est très, très déclaratif. Et donc voilà, une petite démo, parce que voilà, si vous voulez voir si ça existe, si je suis arrivé au bout de l'exercice. Donc si je lance, donc on va zoomer un petit peu. Donc voilà, donc j'ai fait. Donc là, c'est assez rapide, hein, on s'est déjà connecté. Donc vous voyez que là, je me suis lancé avec le lien qui name Michael, et je suis dans la liste des online users avec une session. Et je peux chatter. Voilà, donc ça fonctionne. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ouvrir un nouvel onglet. Voilà, donc on voit qu'il y a un autre nom d'utilisateur qui va se connecter, qui est... on va essayer d'être plus démonstratif. Hop. Donc voilà, donc là j'ai deux utilisateurs en ligne. On peut chatter dans les deux sens, c'est instantané. Voilà, alors si je recrée encore un onglet, on va voir que avec Michael, on va voir que c'est instantané aussi de l'autre côté et j'ai bien deux sessions ouvertes avec cet utilisateur-là. Si je referme, c'est instantané également, on a la session qui est terminée. Et puis voilà, si je ferme Michael, j'ai plus qu'un utilisateur, donc les présences sont effectivement maintenues, propagées instantanément sur l'ensemble du cluster. Voilà. Donc là, j'ai pas de cluster sur mon laptop parce que c'était un peu pénible à mettre en place, mais bon, vous me faites confiance.
Voilà, j'ai mis le code à disposition, comme ça vous pouvez voir le commit complet aussi, donc le commit de migration, le commit qui m'a servi à implémenter la présence, donc ça permet de servir de petit laboratoire, on continue le projet. Et donc, j'en viens à ma conclusion, donc l'ajout des présences, donc finalement, ça n'a rien de révolutionnaire en fait, on a juste un système qui va maintenir un état sur l'ensemble des nœuds du cluster et qui va utiliser l'infrastructure qu'ils ont déjà bâtie pour propager les messages, pour propager les mises à jour. Mais ça rend Phoenix redoutablement efficace dès lors qu'on veut faire des applications temps réel. Et quand on réfléchit aujourd'hui, je dirais que dès qu'on fait du web, on va vouloir ajouter du temps réel. On ne veut plus rafraîchir ses pages. Enfin, toute application web est temps réel aujourd'hui. Vous avez vu la rapidité, la latence, c'est une des grosses forces d'Erlang et de la VM d'Erlang, c'est que la latence est vraiment très 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 basse, et donc pour les systèmes de messages, la propagation, etc., vous allez avoir, du point de vue de vos utilisateurs, vous allez avoir un sentiment de rapidité pour votre application qui va être vraiment assez grisant. Et finalement, c'est à peu près aujourd'hui, je dirais qu'il y a assez peu de concurrence dans un système qui va permettre de lier une base de données, du templating de page, du broadcast temps réel. Il y a un package unique. Je dirais qu'il n'y a pas de dépendance. J'ai juste, quand j'ai fait mon exemple, j'ai Elixir, j'ai pris Phoenix, et j'ai mon code, j'ai rajouté aucune dépendance et j'ai un système qui marche. Donc c'est très agréable aussi parce que y a un énorme effort qui a été fait sur le packaging, la mise en place de l'environnement JavaScript. C'est souvent assez pénible de se mettre en place son environnement pour que tout soit aux petits oignons, pour que ça package les assets, que ça prépare tout pour le déploiement et pour la production. Là, tout est préparé. Donc même limite pour faire juste du JavaScript, vous pouvez utiliser ça parce qu'il vous a préparé votre environnement de développement clé en main. Donc c'est vraiment agréable et on commence à vraiment voir le potentiel et la vision des développeurs de Phoenix qui arrivent un peu à maturation. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir produire dans les prochaines versions, mais c'est vraiment très prometteur. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues. Merci.